Nous accueillons à présent un polémiste qui nous vient spécialement d'Italie, membre de la Lega et créateur du think tank Il Talebano, ayant théorisé l'idée d'une nouvelle Lega souverainiste nationale et ayant aidé Salvini à construire les rapports entre la droite traditionnelle et les territoires du Sud. Je vous demande d'accueillir Vincenzo Sofo. Voilà. Merci à tous, merci pour l'invitation. Je vais parler en français, un hommage à vous. Et comme vous savez, je suis italien, donc ça ne sera pas un français parfait, mais j'espère que vous comprendrez quand même. Et de toute façon, vous pourrez profiter de l'accent italien pendant 20 minutes, donc c'est pas mal, non? Surtout pour les filles, parce que je sais que ça marche beaucoup. Donc, bon, alors, vous m'avez invité pour parler de... Moi, j'ai du texte, je ne veux pas lire, mais parfois, je regarderai pour utiliser mieux mon français. Et vous m'avez invité pour approfondir les sujets des frontières européennes, qui c'est le grand sujet du débat politique européen. Mais d'abord, je pense pour affronter ces sujets, il faut se demander qu'est-ce qu'il faut défendre. Parce que seulement après, tu peux décider quelles frontières tu dois mettre et où tu dois les mettre. Alors, à tel propos, moi, je commence avec un raisonnement qui c'est qu'est-ce que c'est la souveraineté, qu'est-ce que ça doit être la souveraineté dans notre dynamique politique. Parce que nous, tous les nouveaux mouvements patriotiques, on l'appelle les souverainismes, mais en fait, moi, je pense que les souverainismes, ça ne doit pas être le but politique aujourd'hui. Parce que le souverainisme, c'est un principe, c'est le début de la politique. Parce que le souverainisme, c'est la revendication de la liberté, du droit et du pouvoir de détermination de notre futur. Donc, c'est la raison pour laquelle on fait de la politique. Parce que si toutes les choses sont décidées par d'autres sujets, il n'y a pas aucun sens qu'on se mette à faire de la politique, parce qu'on n'a pas aucun pouvoir d'influencer le futur de notre territoire, de notre peuple, de notre civilisation. Donc, en fait, première chose, ce qui nous, on appelle les destins communs, parce que nous, quand on raisonne en termes de peuple, on raisonne en termes politiquement de patrie. Ça, en fait, ce n'est pas la souveraineté le vrai sujet politique, mais c'est la patrie. La patrie est entendue comme l'union des hommes et des femmes qui, à travers l'identité, qui c'est la chose qui lie les hommes et qui permet aux hommes de sortir de la dimension individuelle pour arriver à une dimension collective, c'est ce qui nous permet d'être peuple, c'est ce qui nous permet de raisonner en termes de destin commun, de biens communs, pas de destin simplement individualiste, mais qui me permet de raisonner à quelque chose qui engage tous ceux qui font partie de ma communauté. Voilà. Et ça, comme j'ai dit, tu peux le faire seulement si tu travailles à travers l'identité d'une communauté. C'est pour ça que moi, je pense qu'en fait, ce que nous, aujourd'hui, on appelle les souverainismes en termes de politique, en termes de projets politiques, en termes de partis politiques, en réalité, il faudrait l'appeler le patriotisme, qui c'est un terme qui... on a un peu peur à utiliser, en Italie on l'utilise presque plus, mais en fait c'est un terme à récupérer, parce que la patrie c'est le vrai but, c'est le vrai point de destination finale d'un parcours politique souverainiste, comme on l'appelle. Alors, ce patriotisme, et ça je viens à l'expérience italienne, ce patriotisme, il faut le voir pas comme une seule chose, mais comme une complémentarité de trois choses, des trois patriotismes qui sont en fait organisés en trois cercles concentriques, non, qui sont les unes dans les autres. La première, c'est le patriotisme, l'appartenance locale, donc à son propre habitat quotidien, naturel, qui c'est le territoire. Le deuxième, c'est l'esprit d'appartenance à la nation, donc le patriotisme national. Et le troisième, c'est l'esprit d'appartenance à la civilisation européenne, donc le patriotisme européen. On ne peut pas avoir un patriotisme
sans en avoir une autre. Parce que sinon, c'est un patriotisme qui est incomplet, surtout dans le cadre des dynamiques politiques actuelles. Et surtout parce que pour avoir un patriotisme et donc une identité, un esprit d'appartenance qui soit solide, cet esprit d'appartenance doit sortir et doit se générer par les bas, en commençant par les bas. Il ne peut pas être imposé par le haut. Et ça, c'est un peu le sujet qu'on a aujourd'hui avec les problèmes de l'esprit d'appartenance à l'Union européenne, par exemple. Et dans ce cadre, je vous montre l'exemple italien, parce que, par exemple, il y a eu dernièrement un sondage à propos de quels sont les points de référence identitaires pour le peuple italien. Et la chose intéressante, c'est que les premiers points de référence identitaires pour les Italiens, c'est la ville, ce n'est pas la nation. La nation est la seconde, elle vient juste après, mais c'est la ville, c'est le territoire. Et ce patriotisme très ancré au territoire, très ancré à la terre, je pense que c'est la raison pour laquelle l'Italie, le peuple italien, par rapport aux autres peuples, notamment le nord de l'Europe, aussi un peu la France, permettez-moi de vous le dire, ça rend le peuple italien plus difficilement perméable aux impositions culturelles et sociales qui arrivent par l'establishment national européen. Par exemple, les revendications LGBT ou par exemple l'imposition de l'immigration massive. Parce que il y a 2 ans un débat à propos de la constitution, du changement de la constitution nationale italienne. Mais en fait, ce que j'ai expliqué pendant un débat, c'est qu'en fait, la plupart des Italiens, ils s'en fichent de la constitution italienne. Personne n'étudie la constitution italienne. Mais parce que pour l'italien, la constitution, c'est la famille. La constitution, c'est l'éducation est donnée par notre famille, sur la logique du patriotisme et de l'appartenance par cercle concentrique. Et ce modèle d'appartenance est parfaitement synthétisé par la Lega de Salvini, qui est en fait le dernier stade d'évolution de la Lega. Donc, cette Lega qui a réussi à concilier les sentiments nationalistes au sentiment autonomiste qui est toujours très présent dans les projets politiques de la Lega. Et ça, c'est une chose unique en Italie, qui ne s'était jamais passée, et je pense que c'est une chose aussi très très rare dans le cadre européen. Je pense que c'est si on prend les plus importants pays dans l'Europe, je pense que la Lega, au niveau du souverainisme, soit le seul parti politique à avoir cette caractéristique si forte. Et moi, je pense que c'est aussi la raison pour laquelle il faut voir aujourd'hui la Lega comme une avant-garde très intéressante pour comprendre comment il faut agir politiquement. Et ça, je le dis pourquoi. Parce que je pense qu'aujourd'hui, le défi du souverainisme soit de concrétiser au niveau politique cette construction à 3 cercles du patriotisme que je vous disais. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il faut trouver une solution à un problème, à un conflit, à plusieurs conflits qui sont en train de se créer, qui sont les conflits notamment entre les petits et les grands. Par exemple, entre les territoires et les nations, les mouvements autonomistes qui sont présents dans certains pays, par exemple l'Italie et par exemple l'Espagne, les conflits entre les nations et l'Union européenne. Et ça, il faut le faire sans tomber dans les retours au nationalisme réactionnaire, donc au vieux nationalisme, parce que le cadre est totalement changé. Aussi parce que si l'Union européenne, et donc la dimension européenne est en crise, parce qu'on sait tous qu'il ne marche pas, mais c'est vrai aussi qu'on vit dans un moment où aussi l'État national est dans un moment un peu de difficulté parce qu'il se trouve face à des nouveautés sociales, politiques qui doit gérer. Et par exemple, il y a la perte du souverainisme par rapport à l'Union européenne. Donc aujourd'hui, l'État national a moins d'outils, a moins d'instruments pour agir pour son propre territoire. Mais il y a par exemple la défi technologique, donc l'avancée de la technologie est en train de porter l'État national à se face à un autre conflit qui est celui contre la naissance des États digitaux, par exemple les GAFA.
Et il y a un troisième conflit qui est en train de se poser dans les futurs des États nationaux, qui, encore, on ne parle pas beaucoup, on ne parle presque pas, sinon dans les milieux plus techniciens, qui c'est celui qui est donné par les transferts constants de la population des provinces au centre urbain et qui forment les métropoles qui deviennent de plus en plus grands et qui sont en train d'aller construire en fait des vraies cités-États qui ont de plus en plus de poids géopolitiques, de plus en plus de poids géoéconomiques et qui sont en train de commencer à utiliser ces poids de manière indépendante des États où ils se trouvent. Et donc ça va être un autre grand sujet du futur politique au niveau international. On commence à le voir avec Milan, par exemple, où il s'est commencé le débat sur la nécessité de donner à Milan un statut spécial, presque une constitution spéciale. Mais ça, c'est passé aussi dans d'autres villes du monde. Donc c'est un débat qui est un sujet qui commence à devenir international. Et après, il y a aussi les dynamiques démographiques, les dynamiques économiques qui nous vivons dans ce nouveau siècle. Si vous pensez qu'au début du siècle passé, l'Europe était arrivée à représenter les 25% de la population mondiale, au début de ce siècle, nous, on a arrêté notre croissance démographique et on est en train de commencer notre décroissance. Merci beaucoup. Décroissance démographique. Et donc, selon les prévisions, nous allons perdre dans les prochaines années 30 millions de personnes. 30 millions de personnes, pour vous faire comprendre, ça veut dire la population presque de la Grèce, du Belge, peut-être du Belge, vous pouvez être contente, et du Portugal, pour vous faire comprendre qu'est-ce que ça veut dire cette décroissance démographique. Et donc, et pendant que tous les autres continents vont grandir, vont augmenter leur population, l'Afrique et l'Asie, ils vont exploser totalement. Et si on va considérer cette chose au niveau d'États nationaux, on va voir qu'en 2050, on aura la Chine et l'Indie qui n'auront plus qu'1 milliard de personnes, on aura les États-Unis qui n'auront plus que 400 millions de personnes, on aura une quinzaine de pays, des nations qui auront plus de 100 millions de personnes, mais il n'y aura aucune nation européenne qui sera dans ces 15 nations avec plus de 100 millions de personnes, parce que nous, on sera le seul continent à perdre des populations. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire perdre du poids géopolitique, par exemple. Et sans compter les plans économiques, parce que nous, aujourd'hui, on est habitué à penser à l'Europe comme au moteur, en fait, encore de l'économie mondiale. On est encore le premier marché, par exemple, au niveau mondial, mais selon les prévisions, il n'y aura plus aucun État européen dans les 10 premiers États pour richesse. Et la chose incroyable, c'est qu'en 2050, selon certaines prévisions, le premier pays au monde au niveau économique sera les GAFA. Donc, sera l'ensemble des sociétés, des entreprises technologiques américaines. Donc, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'avant de parler des frontières, il faut comprendre une chose. Et ça, c'est une chose qui est fondamentale à comprendre pour le souverainisme. Il faut l'Europe. Il faut défendre l'Europe. Il faut défendre l'Europe parce que c'est bien et c'est nécessaire que l'Europe soit notre maison commune. Mais une maison, comme toutes les maisons, a besoin de murs, donc des frontières, a besoin d'un toit et a besoin des fondements. Et a besoin des fondements. Des fondations, excusez-moi, des fondations. Et les murs, les toits et les fondations, c'est tout ce que l'Europe aujourd'hui n'a pas, en fait. Aujourd'hui n'a pas parce que l'Europe n'a pas ça, parce que c'est une Europe qui n'a pas été fondée, pas été conçue comme une maison, en fait. Mais ça a été conçu comme un marché. Et donc ça a été projeté, ça a été comme un espace destiné pas aux personnes, et donc à leur bien-être, mais aux choses et à leur commerce. Alors, on a dit qu'on a besoin des murs, tout d'abord. On a besoin de murs, et ces murs, c'est tout d'abord les murs, les frontières humaines. On a besoin de définir notre territoire, on a besoin de définir notre population, et on a besoin, avec les portes,
de définir qui peut entrer et qui ne peut pas entrer. Mais on a aussi besoin des frontières économiques. Parce que nous, comme je disais, on est encore les premiers marchés au monde. Mais pour garder cette position et d'empêcher d'être envahi économiquement par les puissances étrangères, il faut protéger ces marchés, qui sont les marchés de l'économie réelle, donc les marchés du travail, les marchés de la production, les marchés de l'échange, qui sont une chose naturelle dans toutes les sociétés. Mais pour faire ça, il faut tout d'abord protéger ces marchés, donc tout d'abord penser à un marché qui soit un échange entre nous, un échange entre les Européens, et donc limiter l'utilisation des marchés extérieurs aux situations où les choses dans lesquelles on a besoin, et on ne peut pas les trouver dans un rapport de coopération, de production et d'échange entre nous. Parce que, par exemple, on parle maintenant des crises économiques européennes. C'est le grand débat économique international, c'est le fait que l'Union européenne est en crise. Et donc, par conséquent, l'économie de tous les pays de l'Union européenne sont en crise. Mais cette crise est due au fait qu'on est devenu trop dépendant par les autres pays, parce qu'on a construit notre économie, l'économie européenne, sur les exportations, par exemple. Et maintenant que les États-Unis, avec Trump, ont décidé, OK, nous, on commence à produire à l'intérieur, donc on n'utilise plus toute cette importation. Et maintenant que la Chine a commencé à ralentir, et la Chine, on sait qu'elle aime beaucoup exporter, mais elle n'aime pas beaucoup importer, nous, on a commencé, et surtout l'Allemagne, qui est beaucoup exposée sur les plans des exportations, on a commencé à souffrir. Parce que pour construire ces modèles basés sur les exportations, on a comprimé notre salaire, on a détruit notre travail. Et maintenant, on n'a plus un marché intérieur. On n'a plus qui, en Europe, peut acheter les produits européens. Pourquoi? Parce qu'en Italie, on est arrivé à plus que 5 millions de gens qui sont en état de pauvreté absolue, par exemple. Et alors, quand vous pensez que si on parle, par exemple, maintenant en Italie, on parle beaucoup des accords avec la Chine pour les projets d'une nouvelle route de la soie. Ça se dit comme ça, non? Nouvelle route de la soie. Alors, si vous allez regarder les rapports, les échanges commerciaux entre l'Allemagne et la Chine, et vous pensez que ce volume d'échange est beaucoup plus grand que les volumes d'échange entre l'Allemagne et d'autres pays européens, par exemple la France et l'Italie, et si vous pensez que si vous prenez les importations que l'Allemagne fait par la Chine, elles sont plus que les doubles des importations qu'elle fait par l'Italie, et presque la même chose avec la France, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que ça veut dire qu'il n'y a aucune frontière, il n'y a aucune définition d'un espace européen. Et après, si on pense au toit, parce que pour faire que le mur devienne une maison, il faut un toit. Et le toit, au niveau de la construction européenne, c'est l'autonomie. L'autonomie stratégique, l'autonomie géopolitique qu'un espace politique doit avoir. L'Europe n'a pas de toit, l'Europe n'a pas d'autonomie, l'Europe n'a pas de stratégie au niveau géopolitique. L'Europe est encore fermée dans les cadres sortis de la Deuxième Guerre mondiale, d'espaces d'influence américaine, dans les demandes de la guerre avec la Russie. On n'est pas encore réussi à nous émanciper du statut d'Occident pour arriver au statut d'Europe. Si vous pensez, on n'a pas, par exemple, on a délégué totalement la défense de nos pays à la NATO, aux Américains. Donc, c'est que la NATO pouvait être un espace stratégique, donc une alliance stratégique, est devenue une protection totale. Et donc, on n'a pas de toit aussi au niveau des défenses. Par exemple, dans le milieu d'une guerre mondiale prochaine. Et on n'a pas, par exemple, une stratégie sur les nouvelles routes de la soie, qui peuvent être une occasion formidable ou un risque formidable pour l'Europe. On n'a pas une stratégie commune
sur ce qui est en train de se passer en Afrique, donc toutes les dynamiques, les prétentions néo-impérialistes. Et pendant que la France et l'Italie se disputent, par exemple, sur l'utilisation du franc africain, il y a la Russie, la Chine et les autres qui sont en train de conquérir toutes les ressources africaines. Tout ça pourquoi? Parce qu'une maison, avant d'avoir des murs et des toits, doit avoir des fondations. Et les fondations, l'Europe, la fondation, c'est la motivation pour laquelle les États nationaux doivent aujourd'hui renoncer aux intérêts nationaux particuliers pour arriver à penser en construction d'un projet européen. Ça arrive seulement quand il y a un patriotisme européen. Et le patriotisme européen, ça arrive seulement quand il y a une conscience de qu'est-ce que c'est la civilisation européenne, de pourquoi nous on est l'Europe et pourquoi l'Europe est différente par rapport au reste du monde. Ça, nous, on ne l'a pas, parce que ça vient de l'identité, qui c'est les liens que tu peux construire entre les peuples. Et l'identité, c'est la chose qui est tout le temps attaquée par l'Union européenne. Parce que l'Union européenne est pensée, comme je dis, comme marché et pas comme maison. Et là, ils ont commencé à construire une monnaie partagée, une monnaie unique, en pensant que comme ça, on était obligé d'avoir une politique unique et commune. Mais en réalité, la monnaie, c'est l'instrument de la politique et ce n'est pas le contraire. Et pour avoir une politique partagée, il faut que les peuples qui doivent accepter cette politique se sentent partie d'une communauté. Mais cette communauté n'existe pas aujourd'hui parce que l'Europe, c'est un espace de compétition entre nations, pas de coopération entre nations. Et alors, pour arriver à avoir une coopération internationale entre États-nations, il faut, après les murs, après les toits, après les fondations, il faut construire des ponts à l'intérieur de l'Europe. Des ponts, par exemple, démographiques. Des ponts démographiques, les ponts de la démographie, pour permettre à l'Europe de continuer à avoir un peuple européen et donc pour échapper du suicide de la substitution du peuple européen avec des peuples extérieurs. Et il faut les ponts, par exemple, de la culture, de l'histoire et de l'identité, qui c'est ce qui construit aussi les passages entre générations. Et donc le fait d'avoir une continuité historique et culturelle et identitaire entre les passés et les futurs. Et il faut aussi les ponts pour colléguer les différents peuples et les différents territoires, donc politiques, donc économiques et donc les infrastructures aussi. Mais il faut aussi penser à une nouvelle architecture de l'Europe, parce qu'on sait tous que cette architecture ne marche pas, l'Union européenne, et le preuve, c'est l'existence. Il n'y a pas beaucoup de gens qui pensent à ça. L'existence à l'intérieur de l'Europe, de l'Union européenne, de sous-ensembles des pays, des nations. Vous pensez à Visegrad, vous pensez à la nouvelle Ligue hanséatique. Donc des nations qui sont conscientes, qui veulent dépasser les limites de la dimension nationale, mais pour défendre l'intérêt national qui n'est pas défendu par la dimension européenne. Et alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est évident que l'Union européenne aujourd'hui soit trop grande et trop variée pour pouvoir penser, comme c'est pensé par les bureaucrates de l'Union européenne, d'imposer à tous les territoires une seule politique et une seule économie, et donc une seule décision standardisée pour tous les territoires. Et donc, c'est la raison pour laquelle l'utopie des États-Unis d'Europe, et c'est les rêves des européistes, c'est une utopie qui ne peut pas marcher, sinon dans les longs termes. Parce que ça doit être la conséquence d'un processus d'harmonisation des peuples, mais qui nécessite beaucoup de temps pour arriver à faire sentir ces peuples partie d'une communauté et donc se mettre à recevoir une seule politique et une seule dynamique. Alors la seule possibilité, ça devient celle d'une Europe qui soit une table où toutes les nations souveraines, avec même dignité, restent assises pour déterminer les domaines où c'est nécessaire de définir une stratégie commune et laisser aux États nationaux la liberté, les droits et les pouvoirs de déterminer les politiques intérieures.
Et donc, par exemple, l'euro, si on veut tenir l'euro, ne doit plus être une outil utilisé par l'Allemagne pour conquérir les autres économies européennes, mais doit être pensé comme un outil de l'Europe pour gagner une puissance géopolitique. Mais pour faire ça, il faut que l'Allemagne, par exemple, comprenne que si on utilise l'euro pour cette raison stratégique, c'est aussi vrai que cet euro produit des inégalités à l'intérieur des territoires, et dans un cadre de solidarité européenne, il faut éliminer ou réduire cette inégalité. Et par exemple, il faut comprendre qu'il ne faut pas proposer, il ne faut pas pousser à la concurrence fiscale, parce que ça détruit les territoires. Et la concurrence fiscale, par exemple, c'est celle qui, dans les dernières années, a fait échapper de l'Italie et aussi de la France, parce qu'ils ont le même chiffre, plus que 35 milliards d'euros en paradis fiscaux. En paradis fiscaux qui sont, dans la plupart des cas, à l'intérieur de l'Union européenne. Ça, c'est le paradoxe. Alors, les problèmes, ça devient les changements de l'architecture européenne. Mais ce changement, c'est évident que ça ne peut pas arriver par la Commission européenne, parce qu'il y a les bureaucrates qui n'ont pas un raisonnement patriotique, mais ils ont un raisonnement économique. Ni on peut espérer dans le cadre du Parlement européen, parce que l'alliance des souverainistes, et ça c'est un autre sujet, a des opportunités, mais a aussi des limites. Parce que l'alliance des souverainistes, elle commence dans les domaines où on a des intérêts communs, par exemple l'immigration, qui est une chose qui est présente dans tous les pays, mais s'arrête où ça commence l'intérêt national. Et donc, les divergences nationales créent des conflits. Et alors, la réalité, c'est qu'en Europe, la chose la plus forte qui est présente aujourd'hui, ça reste toujours la nation. L'intérêt national, aussi dans un cadre où la conscience européenne est si faible. Et alors, ça doit être une nation, ça doit être les nations à pousser pour ces changements. Mais ces nations, c'est évident que ça ne peut pas être, elle ne peut pas être l'Allemagne, qui aujourd'hui est dans le meilleur des mondes possibles, ni peuvent être les pays de ce qu'on appelle la Kern Europe, donc les plus proches espaces d'influence de l'Allemagne au sein de l'Union européenne. Ces changements peuvent partir des nations qui aujourd'hui sont désavantagées, qui aujourd'hui ont les poids pour changer les équilibres au sein de l'Europe, qui ont un rôle incontournable dans l'histoire de l'Europe et donc qui sont fondamentaux pour l'existence de l'Europe. Et ces deux nations s'appellent France et s'appellent Italie, qui sont tous les deux perdantes dans le système européen, mais sont tous les deux des donateurs, on dit ça ne me vient pas, des contributeurs nets de l'Union européenne. Vous voyez, parce que j'ai besoin parfois de lire les papiers, et qui sont des points de référence millénaires pour l'histoire de l'Europe, qui sont les fondateurs de son âme, qui sont fortement liés entre eux par des rapports politiques, par des rapports économiques, par des rapports culturels, qui sont tous les deux face à la Méditerranée, qui aujourd'hui est la source de beaucoup de nos problèmes. Vous pensez par exemple à l'immigration, mais qui peut devenir une opportunité à cause des dynamiques en Afrique, par exemple, à cause des dynamiques en Chine, par exemple les nouvelles routes de la soie, et donc qui peut offrir à l'Europe la possibilité et l'opportunité de retourner à être le centre du monde, et à la France et à l'Italie de retourner à être les centres d'Europe et à construire une nouvelle Europe, une vraie Europe, une Europe qui doit être fondée sur les trois piliers d'appartenance les plus importants, qui sont nos dieux, nos patries et nos familles. Merci. Merci. Merci infiniment. Alors, à l'Iliade, on fait attention à toutes les dépenses. Je n'ai pas d'oreillette comme tous les animateurs. On est venu m'apporter un petit papier, donc les bonnes vieilles méthodes sont les meilleures.
afin que je vous signale que nous sommes honorés par la présence de Marion Maréchal et de sa mère.